J'ai été un peu au cœur du différend dans les dernières années, après leur séparation. Visiblement, il y avait entre Joan et Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle une histoire d'amour à la fois très intense, aussi une histoire sexuelle très intense, très instinctive, et en même temps une histoire de peintre qui s'estimait, se respectait, et en même temps qui était en compétition. Et puis, je dirais qu'ils étaient l'un comme l'autre des êtres très passionnés, donc la séparation a été extrêmement violente. Et ensuite, je veux dire, il y a eu, je dirais, les cicatrices qui se sont en fait jamais vraiment cicatrisées, puisqu'ils se sont séparés en 79 et que ils ont continué à se voir de temps en temps, puisqu'ils habitaient à 10 km l'un de l'autre. Et en plus, Joan Mitchell était tellement jalouse qu'elle était au courant de tout ce qui pouvait se passer. Mais la séparation était tellement violente que d'une certaine manière, il y a eu un interdit d'en mentionner et de continuer à y faire allusion. Ce qu'on constate là, quand même, c'est que 15 ans après la disparition de Jean-Paul Riopelle, 15 ans après et 25 ans après, on peut enfin avoir cette exposition. Et je dirais qu'à quelque chose, malheur est bon. Quelque chose, malheur est bon parce que, d'une certaine manière, on a la bonne distance. Les choses se sont calmées en quelque sorte, et en même temps, on reste quand même dans la proximité. C'est-à-dire qu'il reste la perception, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon essai, il reste la perception de la proximité et de la complexité de l'histoire humaine et artistique de ce couple. C'est rare que dans les couples d'artistes, il n'y en ait pas un qui prenne le dessus. C'est le cas, par exemple, de Pollock et de Lee Krasner Pollock, par exemple, de Kooning et de Hélène de Kooning. La plupart du temps, les artistes, en général, c'est les femmes qui avaient plutôt le dessous, plutôt que les hommes. Là, en l'occurrence, c'était deux personnalités extrêmement fortes, et aucune n'a pris le dessus sur l'autre, mais disons que la rencontre a été vraiment véhémente et tumultueuse. C'est vraiment une exposition à la fois vraiment superbe, brillante, mais en même temps neuve, si vous voulez, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire... c'est un peu comme si on faisait Frida Kahlo et Rivera, vous voyez, mais en le faisant précisément et pas du tout pendant les périodes où il y a eu de vraies influences. Je veux dire, d'habitude, on traite les grandes histoires affectives des artistes, je dirais, sur le mode du sensationnel, tandis que là, on le voit sur le mode esthétique, et c'est passionnant. Disons qu'il y a eu dans un premier temps des influences très fortes, et je crois que Riopelle a libéré Joan Mitchell des clichés de l'expressionnisme abstrait seconde génération qu'elle pratiquait. Elle était une très bonne peintre, mais en même temps elle était très habile à poursuivre en quelque sorte. Je dirais que Jean-Paul Riopelle lui a peut-être fait découvrir une forme de lyrisme plus de sensualité mieux acceptée. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a les influences continues, mais c'est plutôt des influences aussi de compétition. C'est-à-dire, tu fais un triptyque très grand, je vais faire un triptyque encore plus grand. Je crois que c'était le 1er mai 1988. Vous voyez, donc c'est tardif. J'étais allé voir Joan Mitchell à Vétheuil, et le 1er mai, en France, tout est fermé. Donc, elle voulait aller au restaurant de Vétheuil, qui s'appelait La Pierre à Poisson, mais il était fermé. Et donc, on est parti dans ma vieille Volkswagen, on est parti chercher un restaurant. Et on a abouti à Vernon, dans un des seuls restaurants qui était ouvert, un restaurant assez modeste. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'était midi et demi. On trouve dans ce restaurant Jean-Paul Riopelle, qui était ivre-mort, qui était en très très sale état, et Joan Mitchell à l'époque était aussi en très sale état, parce que non seulement elle avait son alcoolisme, mais surtout elle avait son cancer de la mâchoire qui la faisait abominablement souffrir. Son cancer s'était généralisé, elle était très très maigre, elle faisait vraiment pitié physiquement. Ça l'empêchait pas de continuer à être très forte et robuste, mais elle faisait pitié physiquement. Et alors elle est allée vers lui, et elle l'a quasiment pris dans ses bras avec une immense tendresse. Et là, on sentait toute la force de leur relation passée. Et en même temps, une sorte comme elle était quand même assez double, une sorte de jubilation de sa part qui voulait dire, je la connaissais bien, que
tu es dans un pire état que moi, en quelque sorte. Je veux dire. Et ça c'est une scène qui me restera gravée jusqu'à ma mort. Il y avait un fond de tendresse et de regret et de blessure, hein, je veux dire. Et en même temps, je dirais, une sorte de superbe. Elle n'avait pas besoin de lui, etc. Donc, elle me disait qu'il était un grand séducteur, un trompeur, voilà, c'était ça. Cette exposition est un exercice en histoire de l'art absolument passionnant, parce que d'habitude, justement, on voit les artistes dans des traditions qui sont très figées, et on sous-estime complètement, je dirais, la complexité des facteurs qui conditionnent une œuvre d'art. Il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs régionaux, il y a des facteurs qui tiennent à l'enfance, à ce qu'on a vu pendant l'enfance, hein, en quelque sorte. C'est très, très... et là, l'exposition nous restitue, je dirais, merveilleusement la complexité de l'histoire de l'art. Et de ce côté-là, pour moi, à mes yeux, c'est une exposition vraiment exceptionnelle.